Merci beaucoup d'être venu malgré les différentes terreurs qui se répandent sur le monde. Et donc nous avons vu à la leçon précédente comment Norinaga a défini ce que nous traduisons. Alors nous ne sommes pas tout seuls, je ne suis pas tout seul, nous faisons ça avec beaucoup d'autres par l'empathie, mono no aware. Et dont nous avons vu que c'est une sorte de double sensibilité, et que nous pourrions traduire peut-être même sans craindre la redondance, la sensibilité à l'émotion, si vous voulez. Et comment donc Norinaga a défini ce mono no aware comme le centre même du roman du Genji. Et je rappelle cette citation importante, le roman, c'est-à-dire le Genji Monogatari, en décrivant l'empathie, fait connaître l'empathie au lecteur. Cela dit, le roman n'est pas un livre d'édification morale. Fin de citation. Il consacre de nombreuses pages de son opuscule, donc l'essentiel du Genji, c'est-à-dire le Shibun Yoryo, l'essentiel du texte de Murasaki Shikibu. Il consacre donc de nombreuses pages de cet opuscule à préciser ces deux phrases, en s'efforçant de définir la position de la romancière à l'égard de ses personnages et de leurs agissements. Il nous faut donc poursuivre notre lecture pour tenter à notre tour de cerner la position de Norinaga, qui, selon sa méthode, revient inlassablement sur son idée en apportant à chaque fois quelques nouvelles touches qui nous sont de précieuses indications. Ce qui est gênant, évidemment, c'est qu'il faut tout lire pour sinon le comprendre, parce qu'on le comprend assez rapidement, mais disons pour voir toutes les nuances qu'il apporte à ces explications. Il est d'autant plus difficile de le résumer que son argumentation s'appuie à très bon escient sur des citations détaillées du roman, qu'il suppose naturellement intimement connues de son auditoire, comme nous l'avons vu précédemment avec cet épisode clé du chapitre 25 des Lucioles, dont nous allons reparler plusieurs fois aujourd'hui. Pour nous, qui n'auront pas ici pas le temps de suivre dans ces explications de texte, ce sont les développements plus longs qu'il tire de loin en loin de ces analyses ponctuelles qui nous éclairent davantage. C'est pour cela que nous nous concentrerons sur le second des deux livres que compte son opuscule, où ces développements sont plus nombreux. Il y a relativement moins de citations et plus il donne plus libre cours à ses idées. Il commence d'ailleurs par ce second livre, n'est-ce pas ? Il commence d'ailleurs par un bref échange de questions-réponses, qui est le moteur de cet opuscule, et qui donnera l'essentiel de la teneur de cette seconde partie. Voici. Toite iwaku, question. Alors, kokorobae, n'est-ce pas ? Kokorobae est un terme qui revient très souvent chez Norinaga, qui signifie la signification, le sens, ce qu'il y a derrière, disons, la venue au jour de l'intention, n'est-ce pas ? Et kikoyu, ici kikoyu, c'est un auxiliaire qui a de multiples sens. Ici, nous pouvons justement comprendre quelque chose comme comprendre, justement. Et ou bien avoir entendu dans le cours d'un exposé. Parfois, c'est un sens beaucoup plus vague, alors c'est difficile de le cerner. Donc, question, nous avons vu ce que signifiait comprendre l'empathie, mais comment se fait-il qu'elle concerne principalement la passion amoureuse, Koshok. Comme d'habitude, nous sommes entraînés d'un terme fondamental à un autre. Ce que je traduis ici, faute de mieux, par passion amoureuse, Koshoku, est l'un des nombreux termes sino-japonais et japonais qui, réunis, finirait par donner plus ou moins l'équivalent du mot français amour. Si l'on mettait toute cette nébuleuse qu'utilise la littérature médiévale japonaise pour désigner, pour
pour signifier justement les relations à la fois charnelles et morales et intellectuelles et affectives entre deux personnes, on finirait par avoir le mot amour. Mais il y en a beaucoup plus. On ne pourrait pas traduire d'un mot le mot amour, le mot occidental amour en japonais. Et d'ailleurs, même dans les langues européennes, si l'on inclut les langues anciennes dans les langues européennes, est-ce qu'on trouverait deux langues dans lesquelles tous les sens, les sens du mot, des équivalents du mot amour se superposeraient exactement? Je ne le pense pas, mais ceci est une autre histoire. Il s'agit aussi d'un composé, ce Koshoku, avec une longue histoire qui traverse tous les courants de la pensée d'Extrême-Orient. Bien évidemment, c'est la présence du caractère shoku, de Koshoku, qui nous entraîne dans ce tourbillon sémantique, puisqu'on sait, nous l'avons rappelé au séminaire, que sous la prononciation Goon de Shiki, Shoku c'est le Kaon, Shiki c'est le Goon, et la prononciation Kun, la prononciation explicative, donc il a deux grandes prononciations phonétiques, deux grandes lectures phonétiques qui sont Shiki et Shoku, et une grande lecture explicative, donc un terme purement japonais, si l'on veut, qui est Ido. Je ne vous l'apprends pas, mais je le rappelle. Donc, sous la prononciation Goon, vous savez que le Goon, la prononciation Goon, qui est la plus ancienne, charrie souvent les nuances bouddhiques des caractères. Donc, il traduit le sanskrit rupa, n'est-ce pas, le visible, littéralement, vous voyez que c'est la même étymologie que ruber en latin, n'est-ce pas, la couleur rouge, la couleur rouge étant, alors je ne sais pas où commence, c'est parce que le rouge est la plus marquante des couleurs, ou bien parce que c'est la seule qui soit identifiée comme couleur au début. Toujours est-il que le lien entre les deux est manifeste et visible dès le début. Donc c'est le visible, rupa. Souvent on le traduit par la matière aussi et tout ça, mais vous le savez, nous en avons déjà parlé, ça ne va pas du tout, puisqu'il y a... On pourrait dire que le bouddhisme, il n'y a pas de matière dans le bouddhisme. Et rupa, c'est vraiment disons, c'est la chose la plus directe de notre contact avec, c'est le domaine le plus direct de notre contact avec l'extérieur. Mais le composé même, comme l'indique sa prononciation usuelle kan, n'est-ce pas, Koshoku, si on voulait le lire en lecture Goon, on lirait Gojiki. Donc, c'est un terme non bouddhique, et il a même un pédigré plus qu'honorable dans ce composé, puisque son locus classicus, c'est dans les entretiens de Confucius que je vous donne ici, n'est-ce pas? Je vous en donne la lecture japonaise, le texte chinois original et la lecture japonaise, et vous voyez que alors, bien sûr, c'est amusant, enfin, c'est amusant, puisque lorsqu'on le lit en japonais, en kundoku, en lecture explicative, le terme koshoku disparaît puisqu'il est lu iro konomu, n'est-ce pas? Et vous verrez que c'est-à-dire aimer, littéralement, aimer la couleur, aimer la forme, aimer les belles formes, donc aimer la beauté et la beauté caractérisée par la personne que l'on désire, n'est-ce pas? Donc vous voyez que ware imada toku o konomu koto, ido o konomu no gotoku suru mono o mizaru nari. Donc on peut aimer la vertu, ko-toku, et aimer la beauté, ko-shoku, n'est-ce pas? Et cette citation signifie à peu près je n'ai jamais vu quelqu'un aimer la vertu, s'éprendre de la vertu comme il s'éprend de la beauté. C'est-à-dire que, bon, c'est encore une évidence, mais on peut l'analyser en aimer la beauté éclatante, ou bien les belles formes, même si ce mot ne prêtait ambiguïté. Et je vous rappelle d'ailleurs en dessous, vous voyez, je vous donne une très célèbre citation de Confucius aussi, qui nous donne bien le champ sémantique, comme on disait autrefois, de Ido, de Shoku ici. Kogen rei shoku,
Tsukunashi Jin. C'est très, très connu. Donc, des paroles habiles et un aspect clinquant, n'est-ce pas, un aspect éclatant, clinquant, eh bien, chez une telle personne, c'est-à-dire une telle personne qui mêle à la fois un brillant de forme et un brillant physique et un brillant discours, eh bien, chez une telle personne, on pourra toujours chercher la bonté humaine, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà, Alors, évidemment, vous voyez ici que chez Confucius, c'est déjà nous ne sommes pas dans le kagaton socratique ou platonicien, n'est-ce pas? Ce n'est pas le beau et le bien. Ici, la beauté, la beauté, l'attrait, le visible éclatant est quelque chose dont il faut se méfier. Et on voit d'ailleurs chez un autre classique qui est quand même assez connu aussi, puisque c'est Mencius, n'est-ce pas? On voit aussi un autre composé où, encore une fois, ce qui est intéressant dans ces composés chinois, c'est qu'ils peuvent se déployer de plusieurs façons. Vous voyez que chez Confucius, ici, nous avons vraiment grammaticalement verbe plus nom, c'est ido o konomu, aimer se délecter, avoir une appétence pour la beauté physique. Et chez Mencius, ici, vous avez kōshoku, hito no hossuru tokoro nari, n'est-ce pas? Et vous, donc, hito no hossuru tokoro nari, donc kōshoku, ici, c'est un composé adjectival, n'est-ce pas? Yoki iro, c'est-à-dire les belles formes, les belles formes, voilà ce que. Donc, on peut traduire ça par la beauté physique, la beauté, voilà ce que l'on désire. Et en japonais, évidemment, le simple mot iro reprend tous ses sens et pourrait tout aussi bien signifier amour, l'amour physique essentiellement. Et le développement en lecture explicative, irogonomi, est un bon exemple de décalage en Yamato Kotoba d'un kango originel. Vous avez souvent irogonomi en japonais, mais c'est vraiment le même sens que kōshoku. Une chose est certaine cependant. Dès l'aube de la littérature au Japon, cette présence du caractère shiki donne forcément, dans un contexte japonais, et d'ailleurs en Chine très, très souvent aussi, une forte connotation bouddhique et donc morale au composé, kōshoku, la passion amoureuse, tandis qu'il est tout aussi suspect aux yeux des moralistes confucéens. Alors, je vous invite donc. Oui, non, ce n'est pas encore le texte ici. Oui, alors, donc ici, c'est la première citation. Donc, ainsi que nous l'avons dit plus haut, pour ce qui est de la profondeur des sentiments que l'on y engage, rien ne saurait dépasser la passion amoureuse. Enfin, c'est ce qui est dit ensuite. Ce qui fait qu'en ce domaine, alors c'était la phrase précédente, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vous l'ai mise là. Oui, voilà. Oui, il y a une partie que j'ai sautée. En tout cas, voilà. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, donc pour ce qui est de la profondeur des sentiments que l'on y engage, rien ne saurait dépasser la passion amoureuse. Ce qui fait qu'en ce domaine, sono suji ni tsukitewa, n'est-ce pas, le cœur humain, en étant profondément touché, qui est profondément touché, n'est-ce pas, hito no kokoro fukaku kanjite se rapporte à kōshoku. En étant profondément touché de cette passion amoureuse, plus important puisqu'il est profondément touché de cette passion amoureuse, plus important que tout est de prendre conscience de l'empathie qu'elle implique. À chaque fois, c'est répété, n'est-ce pas? Le sens est clair.
la passion amoureuse est maîtresse du cœur humain, et l'empathie entre les êtres humains comme entre les personnages d'un roman et les lecteurs en fait donc son objet privilégié. La description, on se souvient du verbe kakishirusu qui avait été utilisé la dernière fois par Motori Norinaga, la description de ces passions est ce qui est le plus susceptible d'être partagé entre l'auteur, ses personnages et ses lecteurs. Mais Norinaga va ici encore s'avancer d'un pas qui est fort précieux pour notre requête en reliant passion amoureuse, empathie, poésie et roman. Mais vous voyez qu'il privilégie la passion amoureuse, le koshoku, parce que c'est l'instrument majeur du mono no aware. Alors, la suite ici, c'est pourquoi depuis l'âge des dieux, Shindai, Kaminoyo, jusqu'à nos jours, de la poésie qui a été composée, les poèmes d'amour, encore un mot pour amour, koi no uta, les poèmes d'amour sont seuls majoritaires, et que ce sont les poèmes d'amour qui sont le plus souvent supérieurs aux autres. C'est parce que l'empathie y est en sa plus grande profondeur. Alors, kou est encore un terme tout à fait donne une autre nuance de l'amour. C'est un terme cette fois japonais, un Yamato Kotoba, qui ne se superpose pas avec koshoku ni avec konomu. Et kou implique le sens de languir pour quelqu'un. Ça veut dire demander à l'origine, demander, chercher, être en quête de quelque chose. Et c'est vraiment ce mouvement de désir qui est donné dans le kou, et de langueur plutôt. En général, kou implique, comme dans les poèmes d'amour, d'ailleurs, kou implique l'absence de la personne aimée. Bien évidemment, nous reconnaissons dans cette mention de la naissance du poème d'amour à l'âge des dieux l'allusion à cet épisode que nous sommes obligés de rappeler presque chaque année, tant il est central à notre propos, celui du poème prononcé par le dieu Susanoo no Mikoto, le frère quelque peu excentrique de la grande déesse Amaterasu. C'est quand même une origine tout à fait, qui mérite d'être relevée. Et d'ailleurs, il lui causa quelques chagrins, et à la suite j'allais dire des tours pendables, c'est plus que ça, enfin des inconvénients qu'il causa à sa sœur, il dut s'exiler dans la province d'Izumo, où, comme vous le savez, après avoir triomphé du serpent, le serpent à 8 têtes, Yamata no Orochi, il obtint pour épouse la jeune divinité Kushinada Hime, que le monstre allait dévorer. De l'une des queues du dragon, d'ailleurs, fut extraite l'épée Kusanagi no Tsurugi, donc l'un des 3 trésors impériaux. Mais surtout pour ce qui nous intéresse ici, et c'est l'allusion que fait Norinaga, cette union et la rencontre avec Kushinada Hime fut l'occasion de la proclamation du premier poème, du poème premier même, qui est ainsi donné dans le Kojiki. Il y en a une autre version dans le Nihongi, mais je donnerai celle-ci. C'est celle sur laquelle se fonde Norinaga de toute façon. Bon, c'est tellement connu. Je vous le donne en maniogana, donc les maniogana du Kojiki. Il y a une petite variante avec le Nihongi, mais ça. Alors c'est un poème, tout à fait naïf, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est bien relevé dans le Kokinshu, n'est-ce pas? La naïveté des premiers poèmes. Donc en Izumo, où se lève l'octuple nuée, une octuple haie. Pour y abriter ou pour y enfermer ma femme, une octuple haie. Une octuple haie j'ai construite, 7 octuples haies. Vous voyez que le yaegaki est répété 3 fois dans un poème très court, ça fait beaucoup. Mais on fait difficilement plus naïf, mais il est inutile de revenir sur l'importance de ce poème fondateur, dont nous voyons ici que Norinaga le considère non seulement comme le proto-poème japonais, mais aussi comme le proto-poème amoureux, ce qu'il est d'ailleurs, doublement fondateur donc. Nous voyons ainsi l'unique racine de la préoccupation philologique majeure de Norinaga. Elle ne lui est pas propre d'ailleurs, comme nous allons le voir. Nous voyons s'organiser donc la relation Hito no Nasake, c'est-à-dire Ninjo, Koshoku, la passion amoureuse, Mono no Aware, l'empathie, l'émotion partagée,
Uta, le poème, Koi no Uta, le poème amoureux. Norinaga procède à un ultime élément. Le roman, le Monogatari, donc, recueille les descriptions de l'empathie. Kaki atsumete. Kaki atsumu est un verbe que l'on trouve souvent dans les préfaces des anthologies impériales japonaises pour indiquer le fait de ramasser, recueillir dans les différentes provinces les poèmes qui méritent d'être inclus dans les anthologies. Ici, il le prend au sens figuré. Donc, le roman recueille les descriptions de l'empathie et la fait connaître ou comprendre au lecteur. Ce qui fait que sans l'élément narratif de la passion amoureuse, kono koshoku no suji, vous voyez, suji, c'est-à-dire la ligne, c'est qu'il a déjà dit tout à l'heure, donc, sans l'élément narratif de la passion amoureuse, le détail de la profondeur des sentiments, ninjo no fukaku komayaka naru koto, la saveur minutieuse de la gravité à peine supportable de l'empathie, mono no aware no shinobigataku nengoro naru tokoro no kuashiki imi wa, cette saveur minutieuse, cette saveur détaillée, serait impossible à décrire. C'est pourquoi, en décrivant fort minutieusement la dynamique émotionnelle, excusez-moi d'employer ce terme ici, mais aware naru omomuki, en ses différentes facettes, des pensées multiformes, n'est-ce pas, donc, des amoureux, donc en faisant connaître, c'est un long composé, en décrivant la dynamique émotionnelle en ces différentes facettes des pensées multiformes des amoureux, koi suru hito, et koi suru hito, c'est pas forcément l'amour partagé, il fait connaître au lecteur l'empathie. Vous voyez, yomu hitoni, le lecteur, encore une fois, le lecteur est central dans ce mouvement. Nous voyons encore clairement dans ce passage que Norinaga distingue l'émotion ou la sympathie ou la compassion, n'est-ce pas, au sens étymologique. Sympathie et compassion, comme vous le savez, sont les mêmes mots. Donc la compassion intratextuelle entre les personnages, comme il est dit ici, et qui est appelée dans ce passage aware, c'est le sentiment intratextuel, si j'ose dire, du sentiment transtextuel, ou plutôt extratextuel, qu'il appelle clairement ici mono no aware. Vous voyez que les deux sont bien distingués. On constate en effet, ici comme ailleurs, que c'est en association avec la mention des lecteurs, mirushito ou yomushito, que le terme apparaît sous sa forme développée. Quant à la prédominance de la passion amoureuse, dans la poésie comme dans les romans, Norinaga en donne une justification qui semblerait curieuse à ceux qui ne partagent pas sa passion philologique. L'amour, la passion amoureuse, est le meilleur vecteur de l'émotion humaine, le plus présent, presque le plus facile à représenter, et donc à susciter chez ceux qui le voient décrit ou chanté dans les romans et les poèmes cette vague d'empathie qui est pour lui le sens ultime de l'acte littéraire. Et peut-être qu'il faudra le relier au terme de makoto, qu'on a déjà vu et que nous verrons encore, au sens du vrai, n'est-ce pas? Vous voyez que ce n'est pas le vrai de représentation de la réalité, c'est la vérité des sentiments. Et les sentiments, évidemment, passent par le koto, kotoba, kotonoha, la feuille des mots, et c'est makoto no michi, donc la voie réelle, la voie des mots vrais, est la voie qui traverse l'œuvre littéraire. Et il appuie sa propre opinion sur la citation d'un poème dont nous connaissons bien l'auteur, du moins ceux qui ont suivi ses cours depuis le début, le grand poète et critique scolastique Shunzei, n'est-ce pas, Fujiwara no Toshinari, donc, qui est de la fin de l'époque de Heian, compilateur de la 7e anthologie, le Senzaishu, et qui est le père, évidemment, le père de Teika, Fujiwara Teika, le grandissime poème de l'époque. Et qui est en plus l'auteur d'un opuscule de critique poétique, le Futeisho, disons les commentaires sur les styles, je dirais, écrit dans la dernière partie de sa vie, alors qu'il était entré dans les ordres et fortement influencé par la dogmatique Tendai. Enfin, nous n'en sortons pas, vous voyez, Shunzei est vraiment celui qui a très bien étudié par William Lafleur dans ce livre qui s'appelle The Karma of Words, c'est pas le karma des paroles, et
Shunze est vraiment une représentation scolastique Tendai de l'opération que fait le poème. Et il le relie au concept Tendai des trois vérités. Nous n'en sommes pas loin, vous voyez, parce que vous vous souvenez que c'est quelque chose qui apparaît aussi chez Norinaga. Voici ce poème, Koisezuba. Ça fait un peu chanson d'Édith Piaf, n'est-ce pas? Sans l'amour, le cœur humain n'existerait point. C'est par lui aussi que Soreyori, c'est koi, n'est-ce pas, par l'amour, c'est par lui aussi que nous connaissons l'empathie. Mononaware, vous voyez que ce terme est déjà utilisé ici, et dans ce poème de Shunze, donc qui est cité par Norinaga, nous retrouvons l'essentiel du vocabulaire de Norinaga. Donc vous voyez à quel point Norinaga est l'aboutissement d'une tradition. Et nous voyons que ces idées sont loin d'être les premières exprimées sur le sujet. Shunze, qui était aussi un grand connaisseur du Genji, du roman de Genji, signale déjà l'empathie comme l'une des conséquences de l'amour, concernant non pas l'amour en soi, mais devant être considéré dans l'approfondissement de connaissances qu'il implique. Cette idée de science amoureuse, de science de l'amour, alors ce n'est pas le Kama Sutra, mais c'est l'idée que l'amour donne accès à un niveau supérieur d'intelligence, se trouve aussi bien sûr en Occident et singulièrement dans la Renaissance italienne. Vous connaissez, enfin, vous avez entendu parler de l'œuvre de Marcille Fissin, mais nous en avons un excellent exemple dans l'un des vers les plus célèbres de Dante, en dehors de la Divine Comédie, dans la Vita Nova, n'est-ce pas, où il y a Donne cavete intelletto d'amore, n'est-ce pas, dame qui avait intelligence d'amour. C'est exactement ce concept qui est rappelé, dont l'écho se retrouve dans le Figaro, n'est-ce pas, dans les Noces de Figaro, la chanson de Chérubin, c'est Voi che sapete che cosa è amore. Ça vient directement de Dante, n'est-ce pas. Et vous avez cette idée que l'amour donne accès à une forme de connaissance. Ainsi, la passion amoureuse, base indispensable de l'empathie, indispensable, ou plutôt plus accessible, c'est la plus directement compréhensible pour nous, est instrument de connaissance. Et de ce point de vue, lui imposer un jugement moral serait déplacé. Avant d'aborder la suite, je voudrais poser ici comme annonce de principe cette citation de Norinaga, je crois que je vous l'ai donnée, oui, qui résume bien sa position en peu de mots. Shirubeshi, n'est-ce pas? Il faut bien savoir que l'intention profonde, hoi, on prononce hoi, hon-i, n'est-ce pas? Parfois aussi on peut prononcer hon-ni, mais dans les textes médiévaux, plus souvent c'est hoi, et vous savez que hoi désigne singulièrement le sens profond d'un uta, d'un poème, n'est-ce pas? Mais ici c'est tout le roman qui est traité en quelque sorte comme un poème. Donc voici, il faut bien savoir que l'intention profonde de Murasaki Shikibu n'est pas l'édification morale. N'est-ce pas? C'est Imashime no tameni wa arazaru koto. Ça n'a pas été fait pour imashime, n'est-ce pas, pour sermonner les gens. Il différencie ainsi, d'ailleurs, dans le contexte, la phrase précédente, ah oui, je crois que je vous l'ai mise ici, oui. La phrase précédente rappelle aussi la même idée. C'est parce qu'elle sait que la passion amoureuse, le koshoku, est chez tous un sentiment inévitable et irrépressible qu'elle ne la blâme pas et qu'elle la considère avec compassion. Aware, c'est pas mono ni aware, c'est pas aware. Mono no aware, c'est aware. Donc, en ce sens, le Genji est différencié des autres romans par Norinaga, des autres romans japonais de la même époque ou antérieure, voire postérieure. Quelle est alors son intention profonde, pour Norinaga du moins? Nous connaissons déjà la réponse à cette question, n'est-ce pas? C'est le mono no aware, mais nous allons voir qu'il se développe autour de thèmes qui lui sont chers. Et pour ce faire, nous commencerons
par son traitement d'une question préalable importante. Donc c'est la page 163 de la ligne 1, pardon, 123, ligne 1. Donc, Toite Iwaku, Shikarabako no Monogatari wa Koushoku o imijiki koto ni shite, Shoubi suruka, etc. Alors, voilà, vous pouvez, je vous traduis pendant que vous pouvez suivre. S'il en est ainsi, question, s'il en est ainsi, ce roman ferait-il l'éloge donc c'est la citation que je viens de vous donner, n'est-ce pas? S'il en est ainsi, ce roman ferait-il l'éloge Shoubi? Alors là encore, il va y avoir un jeu entre un jeu permanent entre les mots japonais et le mot sino-japonais, Shoubi, Homu, Homeru, n'est-ce pas, etc. Donc, ce roman ferait-il l'éloge de la passion amoureuse comme une chose extraordinaire, Imijiki Koto. L'adjectif Imiji a un sens, comme souvent en japonais, enfin dans beaucoup de langues, un sens positif et un sens négatif. Ça peut être extraordinaire dans le sens laudatif, ou singulier, particulier, dans le sens restrictif. Ici, bien sûr, c'est le sens laudatif. Considérerait-il ce roman comme de bonnes gens, alors c'est difficile de traduire Yoshi, n'est-ce pas, comme de bonnes gens, ceux qui s'égarent et se perdent. Alors, j'ai bien envie de traduire Hiro ici par le sexe, n'est-ce pas? Hiro ni mayote, mi o ushinau shito. Considérerait-il comme de bonnes gens ceux qui s'égarent et se perdent dans le sexe? Trouverait-il la conduite frivole, ada adashiki furumai, honnête, Yoshi? Honnête, je prends Yoshi ici au sens de le latin honestus, si vous voulez. En quelques mots, sont ainsi esquissés les traits caractéristiques du roman de Genji et de ses personnages. C'est Hiro ni Mayou et Ada Adashiki Furumai. Et la réponse, alors vous avez la réponse à partir de la ligne 3. Réponse, Kotaete Iwaku, n'est-ce pas? Irogonomu, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut lire Irogonomu et pas Irokonomu, ou peut-être Irokonomu. Parfois, il arrive que Morinaga ne mette pas les particules. Enfin, personnellement, je préférerais lire Irokonomu o Imijiki Koto. Considérer la passion du sexe comme chose extraordinaire n'est pas en faire l'éloge. Vous voyez, il a chose. C'est l'éloge de l'empathie qui est fait. C'est comme si, par exemple, alors une parabole, c'est comme si, par exemple, voyant quelqu'un faire des réserves d'eau fangeuse, n'est-ce pas, dolomizu takawaeru, sans doute dans une espèce de bassin, c'est-à-dire donc apporter de l'eau boueuse, de la boue dans un bassin, quelqu'un faisant des réserves d'eau fangeuse, un autre lui demandait, un homme respectable, Moto, Shinjin, n'est-ce pas, Mabito, on peut dire aussi Mabito, pourrait-il apprécier et louer l'eau fangeuse comme quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il en met dans un bassin, il takuau, n'est-ce pas, il en fait l'accumulation, c'est pas l'accumulation du capital, mais de la boue ici, et alors c'est donc que vous y trouvez quelque chose de si particulier à cette boue, et donc sur cette remarque d'incompréhension, il lui était répondu « Je fais des réserves de fange dans l'intention, Ryo, n'est-ce pas, d'y faire pousser des lotus, Hachisu o uete, pour en contempler les fleurs, Hana o mim. » On appréciera en passant, chez Norinaga, et sans doute pour le plus grand étonnement de lecteurs trop habitués à la catégorisation postérieure, l'inévitable résonance bouddhique de cet exemple. Résonance certainement involontaire, mais à laquelle il ne pouvait être insensible, et qui montre à quel point cette imagerie était profondément implantée dans l'imaginaire japonais. Mais Norinaga poursuit. Il ne s'agit pas, d'après cette réponse, d'apprécier la fange, mais d'apprécier l'extraordinaire pureté Imijiku Isagi Yoki de la fleur de lotus. Et on n'a que faire de la saleté de la fange. C'est bien compréhensible. Ceux qui se délectent de la fleur de l'empathie, mono no aware no hana o mezuru shito wa, n'ont que faire de la pureté ou de la souillure
de l'eau de l'amour. C'est donc l'empathie, vous voyez, se développe sur le Koshoku comme la fleur de lotus sur la fange, qui est une. Et l'important, donc, ici, l'équivalent de la fleur de lotus, si l'on fait une petite deux colonnes, c'est le mono no aware, ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire que le but ultime du roman, c'est cela. Encore une fois, et oui, et d'ailleurs, Doromizu, enfin je ne l'apprends pas aux japonisants ici, Doromizu, il emploie, signifie aussi en japonais le monde des plaisirs, le quartier des plaisirs, donc c'est le monde de la fange, si vous voulez. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, il y a une trentaine d'années, un très intéressant film japonais avait été fait, qui était censé se passer à la fin de la guerre, enfin, dans la période d'après-guerre japonais où les gens étaient très pauvres, qui s'appelait Doro no Kawa, le fleuve de boue, et justement c'était une mère de famille, la mère d'un enfant qui subsistait alors littéralement, puisqu'elle vendait ses charmes sur un bateau dans la baie d'Osaka. Donc encore une fois, et Norinaga ne saurait être dupe de son propre discours, on voit à quel point il décalque, il altère, dirais-je, ici, le discours bouddhique sur les expédients salvifiques, les hoben, terme qu'utilisait le prince radieux, vous vous souvenez, le Genji, lui-même dans sa causerie du chapitre des Lucioles. L'empathie prenant la place de la pensée éveillée à laquelle est comparé le lotus croissant au-delà de la boue des passions mondaines. Mais il est aussi évident qu'il ne se situe pas. Donc le mono no aware, c'est l'éveil. Mais il est aussi, je veux dire, dans la comparaison, dans la hiérarchie de la comparaison. Mais il est aussi évident qu'il ne se situe pas dans une position où les jugements moraux seraient pertinents. Pour récuser donc ce qu'il y a quand même derrière la notion de hoben, hoben est un expédient salvifique qui mène plus loin à un but désiré, qui est bien sûr l'accès à l'état de Bouddha. Donc pour récuser toute tentative d'insérer le roman dans une moralité définissable selon les idéologies qu'il récuse, Norinaga se livre à une critique des interprétations qui cherchent à remettre la conduite des personnages du Genji dans des grilles convenues. Nous allons donc essayer de le suivre, nous avons très peu de temps malheureusement, le long d'une démonstration assez longue mais qui mérite d'être abordée dans le cadre de notre enquête. Nous ne serons pas d'ailleurs en territoire complètement inconnu, car nous retrouverons le mouvement de sa critique des notions exotiques de la voix. Il s'agit en réalité d'une démarche parallèle, puisque les voix sinoïdes, n'est-ce pas, à la chinoise, la bouddhique et la confucianiste, sont aussi des voix engageant des conduites morales, selon des catégories dans lesquelles les Japonais adeptes de la voie de vérité, le Makoto no Michi, ne doivent pas tenter de se reconnaître sous peine de renier leur âme propre, le Yamato Gokoro, le Yamato Damashi, et de se laisser envahir par la mentalité chinoise, le Kara Gokoro. Norinaga va donc engager le combat sur deux fronts et va le mener systématiquement. Et je vous invite à regarder page 131, alors, à partir de la page 131, à partir de la ligne 4, vous voyez qu'il y a un cercle qui délimite bien la. Alors, donc, selon les vieux commentaires, j'en ai déjà parlé, Norinaga a lu énormément, il a fait une lecture encyclopédique de l'immense océan des commentaires du Genji qui existait à son époque. Donc, nous n'entrons pas là-dedans. Donc, selon les vieux commentaires, ce roman aurait été écrit pour encourager le bien et blâmer le mal. Kanzen Choaku. Bien sûr, c'est une expression lourdement moralisante à la chinoise et qu'il utilise un peu presque par dérision. En imitation des éloges et des blâmes, Ho-hen, pareil, expression sino-japonaise, les éloges et blâmes décernés dans les annales des printemps et automnes, le Shunju, n'est-ce pas, les annales du pays de Lu, l'un des 5 classiques chinois. Et après, il
il va faire très rapidement ici, ne vous attachez pas trop au texte, il est un peu, enfin, je vous en donne l'essentiel. Il donne 5, 6 en comptant ceci, possibilités d'interprétation selon des normes bouddhiques ou chinoises du Genji qu'il recueille dans ses commentaires. Ou encore, puisque les œuvres japonaises et étrangères, Naigai, n'est-ce pas, Naigai no Shoseki, alors il parle des romans, des narrations ici, décrivent des personnages dépravés et dévoyés, Akugyaku Mudo Narushito, le plus souvent pour mettre en garde, Korasu, n'est-ce pas, Korasamutame. Mettre en garde, c'est un peu comme Imashime, mettre en garde est plus Korasu, c'est vraiment remonter les bretelles en quelque sorte. Pour mettre en garde ceux qui les lisent, ce roman aussi décrirait les désordres de la passion amoureuse, Koshoku Innan, littéralement la passion amoureuse et la débauche, afin de mettre en garde contre elle les lecteurs. Autre interprétation, ou encore entraîner les gens Shikire dans la voie des 5 vertus constantes, Gojo, n'est-ce pas, ce sont les vertus confucianistes que vous connaissez bien, il en cite les 2 premières, Jingi, c'est-à-dire la bonté, la justice, les autres étant la courtoisie, la prudence, Chi, la prudence ou la sagesse, on dit aussi la sagesse, mais oui, la sagesse est difficile à cultiver comme vertu, mais c'est plutôt la prudence dans les actions, et la loyauté, Shin. La loyauté, c'est-à-dire le fait de pouvoir être quelqu'un sur qui on peut compter, et savoir aussi s'en remettre aux gens. Donc la loyauté, le crédit qu'on accorde aussi aux gens. Donc ces 5 vertus constantes, pour finalement leur faire comprendre Tsuini Satorashimu, la sublime vérité de l'aspect réel de la voie médiane, n'est-ce pas? Alors ici, vous voyez que bon, c'est un terme qu'il va utiliser très souvent. Je crois qu'il l'utilise comme parangon de la bouddhisterie, en quelque sorte, des commentaires du Genji. Chudo Jiso no Myori. C'est un terme typiquement Tendai. On reviendra là-dessus dans un instant. Mais vous voyez qu'ici, il pense plutôt à... Alors, est-ce qu'il pense à Kukai, par exemple, dans le Sango Shiiki, le fait de partir de la morale confucéenne même, pour peu à peu s'avancer, monter jusqu'aux vérités de la loi bouddhique. C'est un peu le mouvement qui est dans le Sango Shiiki, le point de convergence des 3 doctrines de Kukai. Et il y a eu énormément de réinterprétations de ce fait dans les commentaires postérieurs. Ou encore, qu'en leur faisant connaître aux gens le principe de la décadence inéluctable de ceux qui prospèrent et de la séparation inévitable de ceux qui se rencontrent, Jōsha Shisui, Esha Jōri, et vous reconnaissez le début du Heike Monogatari dans la première expression, Jōsha Shisui, donc ils font comprendre le principe de l'identité des passions et de l'éveil, Bonno Sokubodai. Là encore, typiquement quelque chose de typiquement Tendai sur lequel je ne reviens pas pour l'instant. Et évidemment, vous voyez, faire comprendre Satoru, Satorashimu, la notion bouddhique est forte aussi, n'est-ce pas? Satoru, c'est la compréhension, ce qu'on traduit par Satori en disant que c'est un terme intraduisible, est un terme très banal, mais qui veut dire comprendre. Comprendre, mais de façon à ce que cette compréhension reste en vous. Ou encore, qu'en posant à la base la voix des hommes et des femmes, leur danjo no michi, c'est-à-dire les rapports sexuels, il les donnait comme modèle, n'est-ce pas, katadoru, de ce que les vertus, alors ici je ne vais pas mettre, par alors, kansho et shushi, n'est-ce pas, c'est shokyu, c'est une espèce d'oiseau qu'on traduit par balbuzard en français, osprey en anglais. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'ils crient, ils font coin-coin, n'est-ce pas? Puisque vous voyez, c'est le début, tout le monde a reconnu le début du shooting, n'est-ce pas? Coin-coin chujiu, sai hojojiu, yao tiao shunyu, junze haojiu. Donc, donc les balbuzards crient coin-coin, je suis désolé, dans
et dans l'île au milieu du fleuve, la jeune fille vertueuse devient la digne épouse du gentilhomme. Donc c'est un chant de mariage. Et des sauterelles. Alors les sauterelles, les shushi, enfin, c'est une espèce de sauterelle qui est aussi dans un poème du Shojing, du livre des Odes, et cette espèce de sauterelle est réputée pour pondre 90 œufs à chaque ponte, n'est-ce pas? Donc c'est un symbole de féconde descendance. Donc vous voyez que Danjo no Michi, la voix des hommes et des femmes, c'est pour la procréation. Et donc que cette procréation, le Koshoku, donc sert à faire, comme disait Napoléon, une nuit de Paris remplacera tous les morts de la bataille d'Austerlitz, n'est-ce pas? Donc la procréation, c'est le commencement de la voie royale pour administrer l'État. Odo Chise no Hajime. Et donc, en ce sens, certains commentateurs voient que le Genji Monogatari est en fin de compte, c'est débauchez-vous, faites des enfants et l'État n'en sera que plus prospère. C'est vision optimiste, ou encore qu'il convient de le lire en faisant correspondre chaque chapitre, n'est-ce pas, Hikawasete, au dogme Tendai des quatre doctrines et des 5 périodes. Bon, on en a longuement parlé au séminaire et je ne reviens pas. Et ainsi de suite, idée extravagante ou pompeuse, kotogoto shiku kikoete, encore le verbe kikoyu, n'est-ce pas, que certains tiendraient vraiment. Geni omoushito arubeshi. Il y a des gens qui y croient, dit Norinaga. Norinaga présente ici 6 exemples de tentatives d'intégration du Genji dans des grilles de lecture continentales, soit confucianistes, soit bouddhiques, soit l'une et l'autre en même temps. On se doute bien de l'accueil qu'il fait à ces tentatives. Les 2 dernières lignes de ce paragraphe nous donnent ses conclusions. Cela est parfaitement aberrant, higagoto, et c'est même qualité stupide, gumai. Vous l'avez, gumai naru kotonari. Qualité gumai naru kotonari. Aucune de ces idées ne tient debout. Ce sont des cas extrêmes de logique forcée. Kenkyo fukai. C'est essayer de mettre de mettre ensemble des choses qui ne peuvent pas s'accorder. Ce dernier terme exprime bien comment Norinaga considère ces tentatives de lecture. Ce n'est rien moins que tenter de faire correspondre entre elles par la force des entités incommensurables. Et il s'en explique ainsi. Page 131, c'est la ligne -2, donc c'est le début du dernier paragraphe de cette page 131. Ainsi que nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ce roman présente une essence tout à fait à part, Betchini Ittai Adite. Et la teneur en est grandement différente des livres bouddhiques et confucianistes des pays étrangers, Shitonokuni. Tenter de le faire à tout prix correspondre, encore une fois, Shikiawasu, à la teneur de livres vastement différents, n'est-ce pas stupide, Gumai? Les romans d'ici, Kokono Monogatari, doivent être discutés à l'aide des romans d'ici, parce qu'ils sont de même espèce, Onaji Tagui. Mais on est incapable d'une part de le discuter à l'aide des anciens romans, Furu Monogatari, qui nous sont proches, et d'autre part, il est parfaitement absurde de citer des livres exotiques de Chine qui nous sont si lointains. Donc, les gens, soit par ignorance des anciens romans, soit en se trompant de méthode, se trompent dans leurs commentaires. Les Japonais sont donc doublement dans l'impasse, de par leur ignorance à l'égard des vieux romans, qui pourraient être plus utiles pour comprendre le Genji que des livres chinois qui sont trop allogènes. Norinaga va donc reprendre rapidement, point par point, les 3 grandes catégories d'œuvres exotiques convoquées à tort pour expliciter le Genji. Et tout d'abord les textes historiques chinois. Il reprend ici les annales de Lu, donc les printemps et automnes, Shunju, mais ailleurs il parlera aussi des mémoires historiques de Sima Qian. Donc regardez page 132, et à partir de la ligne 4, Mazu Shunju no Hohen o Mote Iyukoto o Kini Kanawazu. Tout d'abord, en traité à partir du système de louanges et de blâmes des annales des printemps et automnes, ne correspond à rien au Kini Kanawazu, pour la raison qu'il s'agit là bel et bien de louanges et de blâmes. Les annales appelant mauvaises les actions mauvaises et bonnes les actions bonnes,
bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est Confucius qui l'a choisi comme l'un des classiques de base, n'est-ce pas, parce que la moralité des actions politiques y est bien déterminée. Donc, dans ce roman, en revanche, le prince Genji, qui n'a pas son pareil pour l'érotomanie, n'est-ce pas, Koshoku Narabinaki Genji no Kimi, étant constamment cité comme modèle, Tameshi to Itareba, comme modèle de bonne personne, Yoki Shito no Tameshi, il faudrait donc dire que la passion amoureuse y est louée, alors que la droiture, Mamenaru, Koto, n'est-ce pas, la droiture y est vilipendée, Soshiru. On doit alors se rendre compte par là que les exemples de louange et de blâme donnés dans les annales de Lu diffèrent grandement du Genji. Bon, c'est du bon sens, évidemment. Genji est toujours décrit comme un personnage positif, et évidemment, les auteurs les commentateurs, surtout parce que les annales des printemps et des automnes sont une lecture très aride. Ce sont les grands commentaires qui ont des faits qui sont essentiellement lus, comme ce qu'on appelle en japonais le saden, n'est-ce pas, le commentaire de Zo, qui est l'un des livres les plus lus dans l'ancien système éducatif japonais. On aura du mal à contredire Norinaga ici. Même le lecteur le plus superficiel remarquera une certaine différence entre le système de valeurs morales des printemps et automnes et celui du Genji. Il revient en conséquence à son idée, donc page 132, ligne 7. S'il fallait y voir à tout prix louange et blâme, il faudrait dire que louange et blâme sont appliqués au fait de comprendre ou non l'empathie. C'est pourquoi, sans rapport aucun avec la passion amoureuse, comprendre l'empathie est tenu pour bien, ne pas la comprendre pour mal, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut en détail. Nous en avons une partie la semaine dernière. À partir de cette réaffirmation, Norinaga se livre à une brève évocation de la narration édifiante à la sino-bouddhique, en reprenant une partie de son argumentation précédente, comme il en a coutume. C'est page 132, à partir du paragraphe 2, n'est-ce pas, donc, Mata Jubutsu no Shoseki to Najiku. De même, soutenir que, semblablement aux livres confucianistes et bouddhiques, ce roman décrit les désordres de la passion amoureuse, Koshoku Innan, afin de mettre en garde les lecteurs, ne tient pareillement pas du tout debout, Ataranu Koto Nari. Cette fois, il argumente un peu plus son jugement, à partir de la ligne 2 de ce paragraphe. Dans les livres des pays étrangers, Ikoku no Sho, lorsque l'on écrit sur des personnages dépravés et dévoyés, la même expression, n'est-ce pas, Akugaku Mudo no Shito, le fait est que bien qu'ils connaissent brièvement Ittan, la prospérité, ils finissent par déchoir, mi-horobi, et tomber dans le malheur. Ou alors, bien qu'ils jouissent de la fortune et connaissent une vie sereine, donc pendant leur existence, ce sont leurs descendants, Shison Italité, qui connaissent l'infortune, soit que leur lignée s'éteigne complètement, ou encore qu'ils soient directement frappés par le malheur. Donc, pas les protagonistes, mais leurs descendants. Et la narration, chinoise montre cela très bien. On pourrait par exemple donner, enfin bien évidemment c'est très différent comme date, puisque l'un est de l'an 1000 et l'autre est des environs de 1800, mais le roman national, en quelque sorte, le poème national vietnamien Kim Vang Kyu, n'est-ce pas, qui décrit justement la déchéance d'une jeune fille de bonne famille, qui finit quand même, justement, là où c'est le contraire du Genji Monogatari, elle finit par entrer dans les ordres bouddhiques, et ça finit relativement bien. Donc on voit ce que peut être un Ikoku no Monogatari, un Ikoku no Shoseki dont parle Norinaga. Donc cela, c'est la moralité lisible dans la destinée même des personnages. Mais ce peut être aussi l'auteur plus intrusif qui l'attire. C'est ainsi que continue Norinaga. Ou bien, si ce n'est pas ainsi que la narration procède, on discute explicitement Giron shite, Giron, l'auteur se manifeste, les mauvaises actions en tant que mauvaises, et on les dénigre, ce qui fait que le lecteur en concevra crainte et prudence au soleil Tsushima dans sa conduite. Et bien sûr, il en va tout autrement du Genji.
Alors, dans ce roman, le prince érotomane, Koshoku no Genji, mène jusqu'au bout une vie confortable, Issho Anraku Nishite, d'une splendeur sans égale, Eiga, n'est-ce pas? Ses descendants aussi, Shison Made, connaissent la prospérité, Hanjo, et la romancière, dans ses commentaires, c'est Kotoba, ici Kotoba écrit avec Shi, n'est-ce pas, qui désigne la partie en prose des romans, ne parle de lui qu'en bien, Yokiyo ni nomi ronjitareba. En conséquence, le lecteur, Yomushito, s'il n'y prend garde, Yo Sezuba, risque même de trouver bonne la passion amoureuse et de concevoir l'idée de se mettre à son école, Narau Kokoro Idekuru Tomo. En tout cas, certainement pas d'en tirer une mise en garde. Tsushimo Kokoro wa Okoru Bekarazu. Aussi, ces interprétations sont-elles grandement aberrantes. Il est évident pour tout lecteur que le Genji n'entend pas donner des leçons de morale, du moins pas à la façon que l'on trouvera dans les livres chinois. On peut voir aussi, du moins je l'espère, une trace d'humour dans sa brève réfutation des 5 vertus constantes qui se trouveraient prônées dans le roman. C'est page 132, paragraphe 2, n'est-ce pas? Non, c'est page 133, paragraphe 2. Lorsque vous êtes Mata Jingi Gojo no Michi ni Hiki Iren Koto mo Obotsukanashi. De plus, prétendre qu'il inciterait le roman à entrer dans la voie des 5 vertus constantes est tout autant divaguer. Si l'on y prend garde, on entrerait dans la voie de la passion amoureuse. Dans le dialogue du chapitre des Lucioles cité plus haut, le Genji déclare « Ne faites pas lire ces romans par trop mondains en présence de la princesse. » Kono yo naretaru monogatari, n'est-ce pas? Ces romans qui sont à la cool pour ce qui est du monde, n'est-ce pas? Ce qui nous le fait comprendre. Il prend donc, Norinaga, les paroles du héros lui-même, Genji, toujours encore une fois cette espèce d'aller-retour entre le texte et les personnages et la réalité. Il prend donc les paroles du héros lui-même dans une réplique tirée du roman pour réfuter ses interprétations moralisantes. Si la romancière avait voulu mettre en garde les jeunes filles, elle ne laisserait pas son héros lui-même en interdire la lecture. Le roman, dans ses paroles mêmes, interdit sa divulgation. Il nous faut passer à présent à la réfutation de la voie bouddhique du Genji. Idée bien sûr insupportable à notre philologue national. La tentative que nous avons faite l'an dernier d'étayer par des arguments concrets de structure et d'expression la très grande probabilité d'une intentionnalité bouddhique profonde, oui, encore une fois, dans le roman, ne lui aurait certainement guère agréé. Et certes, les arguments qu'il utilise pour réfuter cette idée ne nous convainquent pas, de même que les nôtres l'auraient certainement laissé indifférent. Nous allons voir cependant qu'il revient à plusieurs reprises sur la même idée exprimée dans les commentaires, sans doute parce qu'elle est plus facile à réfuter. Nous allons examiner sa réfutation globalement, en lisant ensemble les différents passages où elle est exprimée, mais en essayant toutefois de ne pas les mélanger, ce qui risque donc d'accumuler les répétitions. Mais il faut souffrir un peu pour arriver à la voie. Voyons donc le premier passage, c'est page 133, paragraphe 2, ligne 3. La ligne 3. Et enfin, voilà, prétendre, alors ligne 3, n'est-ce pas? Mata tsuini wa chudo jisso no myori, vous connaissez bien le... Et enfin, prétendre que le roman veuille faire comprendre, Satorashimu, le sublime principe de l'aspect réel selon la voie médiane, est une divagation plus grande encore. Bien qu'il eût été montré à Shakyamuni et à Bodhidharma, c'est de l'ironie, n'est-ce pas? Le principe de la réalité de la voie médiane n'aurait certainement pas pu être compris des personnages dans ce roman. Voilà, ils ne sont pas à la mesure en mesure de comprendre de si hautes vérités. De plus, pour ce qui est de vouloir montrer le principe de la décadence inéluctable de ceux qui prospèrent et de la séparation inévitable de ce qui se rencontre, Josha Shisui et Shanjori, c'est la situation on ne peut plus naturelle de notre monde, Ikanimo konoyo no nakano arisama, où nul ne pourrait échapper à ce principe. Alors,
c'est assez amusant, parce que Nolinaga reconnaît en quelque sorte le caractère. Il trouve Atarimae, n'est-ce pas, c'est tout, par rapport à la perception bouddhique du monde, donc, résumée dans ces deux vers, est tellement évidente pour lui, personne ne saurait y échapper, qu'il n'y a pas de quoi en faire une instruction. Alors, on voit à quel point donc, la pensée bouddhique s'est imprégnée même dans les non-bouddhistes. Nous trouvons dans la phrase qui suit cependant la trace d'un certain embarras de Nolinaga, et nous allons voir pourquoi. Donc c'est page 133, ligne -4. À la fin, n'est-ce pas? Mata soleni tsukite, mono no aware. De plus, en rapport avec cela, les citations de profonde empathie sont fort nombreuses, et en conséquence, on les retrouve nombreuses dans tous les chapitres. Mais ce n'est pas pour autant que l'on veuille faire connaître ce principe, comme dans les écritures bouddhiques. Ce que l'on veut, c'est faire connaître l'empathie. Si cela avait été pour faire comprendre ce principe, on aurait forcément décrit la fin du Genji, la fin du prince. C'est pas Genji no Owari. Or, on ne l'a pas fait. Pas plus que l'on ne décrit sa vieillesse et sa décrépitude, Rosui. Pour ce qui le concerne, on ne décrit toujours que ce qui est bon, Shiju Yokikoto Bakari Kakite, et jamais ce qui est mauvais, ce qui est l'objet premier de ce roman. Le Daiichi no Shui, c'est la description du Genji. Du fait que l'empathie est traitée de long en large, dans la scène de la mort de Murasaki no Ue, n'est-ce pas, alors que la fin du Genji, elle, n'est pas décrite, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas d'intention de faire connaître la décadence inéluctable de ceux qui prospèrent et la séparation inévitable de ceux qui se rencontrent. Si on lit entre les lignes, c'est une pratique qui n'est guère recommandée en général, mais qui s'impose ici, on est obligé de se rendre compte que Nolinaga esquive la question. En effet, sa réfutation, vous l'avez vu, n'est-ce pas, ne concerne pas du tout le dogme de la réalité en la voie médiane, car si c'était cela, on ne voit pas pourquoi il ferait intervenir les notions de vieillesse et de mort, et encore moins la notion d'empathie, et de même que le Bonno Soku Bodai. Ces dogmes sublimes du Tendai c'est Myori, n'est-ce pas, sont précisément là pour transcender ces oppositions phénoménales, comme Nolinaga le sait parfaitement. Ce à quoi se rapportent ces vicissitudes de l'existence humaine, ce n'est rien d'autre que l'impermanence, Mujo, dont la courbe inéluctable de la vie est la meilleure démonstration. De même que la séparation de ceux qui se sont rencontrés, que ce soit des êtres humains entre eux ou des êtres humains avec des lieux ou des situations, n'est-ce pas, vous pouvez vous séparer de votre machine à laver, ça sera aussi la même chose. Mais on comprend bien que Nolinaga n'ait nulle envie de prononcer ou d'écrire cette expression, car ce serait reconnaître que le mono no aware est le sentiment qui se dégage de la prise de conscience de l'impermanence. Il serait en ce cas fort voisin, tout simplement, de la compassion bouddhique, jihi. Et vous voyez que parfois vous avez aware utilisé tout à fait dans ce sens. La compassion bouddhique qui est l'appréhension de la condition caduque des êtres et l'impulsion à leur venir en aide. On voit cependant qu'il n'y a pas de désir de sauver les êtres dans ce sentiment qu'analyse Nolinaga. C'est un pur sentiment qui n'implique pas une action conséquente. Revenons cependant à ce refus d'une intention profonde d'origine bouddhique que certains trouvent dans le Genji. Je voudrais pour finir montrer comment Nolinaga, encore une fois, n'hésite pas à attribuer à la romancière les idées et les opinions qui expriment les personnages. Il revient, et ça va être une démonstration par l'absurde en quelque sorte, il revient à la supposée évocation des dogmes du Tendai, ces dogmes que je ne résume pas, ils sont bien compliqués, et apporte un argument proprement littéraire pour la nier. Et encore, c'est page 134, ligne 4, n'est-ce pas? Je vous donne ici le texte. Je vous l'ai remis pour que vous... ensuite, je vous... Ah. Oui, parce qu'il y a une petite citation du Genji dedans. Alors, et encore, prétendre lire le roman en le faisant correspondre aux 4 doctrines et 5 périodes du Tendai. Excusez-moi, je crois que ce n'est pas... Ah oui. Oui, ça c'est la citation du Genji. Là. Donc, et ici, vous avez donc page 134, ligne -4, c'est Nolinaga.
Et vous allez voir qu'il fait une petite citation du Genji que je vous donne plus complète ici. Et encore, prétendre lire le roman en le faisant correspondre aux 4 doctrines et 5 périodes du Tendai provient de ce passage du chapitre des Lucioles. Cela ne tient tout simplement pas debout, et c'est infondé. Yorimo tsukanu koto. Nous l'avons vu plus en détail au livre 1. Et surtout, si l'on réfléchit au caractère seishitsu, n'est-ce pas, de Murasaki Shikibu, d'après son roman et son journal, il cite le journal, le Nikkin, aussi comme support, elle manifeste la plus grande répugnance, Okini Nikumeru Nari, pour le fait, chez une femme, de faire montre de son savoir, Sakashi Dachitaru Koto, en citant ainsi des points académiques du confucianisme et du bouddhisme. Jubutsu no Michi Michi Shikikoto. Vous voyez, ici c'est le sens de Michi répété au sens de voix, n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux qui parlent de la voix en faisant des étiquettes en quelque sorte. Et je traduis ça par académique. Bon, c'est un peu par masochisme, mais ça convient bien ici. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui arrive, qui est cité aussi par un terme qui est cité dans le Genji. En conséquence, prétendre faire l'éloge de Murasaki Shikibu avec ce genre d'argument, c'est au contraire aller à l'encontre de son intention. Shikibu nga kokoro ni kanawazu. C'est-à-dire la décrire comme érudite serait le pire compliment qu'on pourrait lui faire à elle, puisqu'elle déteste l'étalage de la réduction. Et c'est vrai que dans son journal, comme dans le Genji, nous avons beaucoup de passages. Et pour appuyer le refus de la pédanterie de la part de la romancière, il cite ici un extrait du chapitre 2, le Hahakigi, n'est-ce pas, l'arbre au mirage, que nous traduisons rapidement sans nous y appesantir. C'est l'un des compagnons du Genji qui prend part à cette conversation tenue un jour pluvieux. Et voici ce passage. Vouloir comprendre clairement des domaines aussi académiques que les 3 histoires et les 5 classiques manque vraiment de charme. Vous voyez, c'est Aigyo Nakarame, c'est ce qui était aussi tout à l'heure. Mais pourquoi, dès qu'il s'agit d'un autre côté, d'une femme, devrait-elle se montrer d'une ignorance insondable dans les affaires privées et publiques de la société? On croirait du Sacha Guitry, n'est-ce pas? Même sans avoir fait tout exprès des études, pour peu qu'on ait quelque sagacité, cadeau, n'est-ce pas, le fait d'être pointu, on pourrait... beaucoup de ce que l'on entend et voit reste tout naturellement en mémoire. Donc cette espèce de culture imbibée par les dames qui ne sont pas faites pour ça, eh bien ça transparaît après, et c'est ainsi qu'elles se mettent... Alors, vous avez faim, Manna Hashiri ga kite, et c'est ainsi qu'elles se mettent à gribouiller des caractères chinois, n'est-ce pas? Donc, Hashiri ga kite, et qu'ils dépassent d'ailleurs dans leurs lettres, quand elles font des lettres, la moitié des lettres féminines de ses compagnes, ce qui ne se fait pas, n'est-ce pas? C'est Saru Majiki, Dochi no Nyobumi, ou Onabumini. Et Norinaga en conclut, donc page 135, ligne -4, que puisque ces paroles ne peuvent que refléter l'opinion de la romancière, et qu'il serait indigne de la condition féminine, Onna no bunni arazu, de montrer que l'on est versé dans la dogmatique Tendai, on ne peut attendre d'elle un tel manque de charme, Aigyo Nashi. Nous le voyons donc, la teneur du Genji est simplement dans la relation particulière que le roman entretient avec son lecteur par l'intermédiaire de l'échange émotionnel qu'est le mono no aware. Il nous faudra y revenir une dernière fois à la prochaine leçon en abordant la conclusion de ce très riche opuscule. Je vous remercie pour aujourd'hui.